Que pouvons-nous apprendre du parcours de Napoléon ? Malheureusement, on regarde trop et on voit trop Napoléon avec nos yeux du XXIe siècle, et surtout on voit trop l'histoire avec un grand H avec nos yeux du XXIe siècle. Cette semaine dans ASAP, je reçois Richard Fremder, créateur du génial podcast Timeline sur l'histoire et auteur de Napoléon à la plage. Richard va revenir avec nous sur l'épopée napoléonienne. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Alors, je suis Richard Fremder, j'ai été pendant 13 ans directeur de la communication, responsable marketing dans le public, dans le privé et dans la politique. Donc j'ai fait tous les mondes possibles. Historien évidemment de formation, évidemment avec les guillemets puisque j'anime cette émission d'histoire et que je fais quelques livres de temps en temps. Que c'est une passion, que ça a toujours été une passion, que j'ai adoré qu'on me raconte des histoires et depuis que je suis tout petit, j'adore ça et du coup ça m'a donné l'envie de raconter l'histoire et des histoires parce que l'histoire c'est plein d'histoires et que je n'en démords pas et que j'adore ça et que de plus en plus de gens, je crois, aiment l'histoire avec un grand H, quelle qu'elle soit, la petite histoire qui fait la grande et c'est ce qui me plaît le plus dans ma vie. D'abord, je crois que c'est souvent comme ça, j'ai eu un maître avec un grand M. Jean Tullard, qui est l'un des plus grands professeurs de la Sorbonne qui ait pu exister, en tout cas du XXe siècle. Je vais parler du XXe siècle, évidemment, parce que j'étais moi étudiant au XXe siècle. Et que l'écouter, c'était formidable. Assister à ses cours, c'était passionnant. Les amphis débordaient et qu'il faisait passer la passion d'un personnage déjà passionnant. Mais en plus avec sa voix, avec son talent de conteur qui est inégalé et inégalable, il nous donnait en plus envie d'aller encore plus loin et que j'ai toujours adoré ça. Essayer d'aller plus loin, essayer de fouiller un petit peu. J'ai eu cette chance d'aller jusqu'au doctorat avec lui. Et cette passion de fouiller, d'aller chercher le détail, la chose qu'on ne connaît pas. Et j'aime les périodes, vous savez, où tout s'écroule et puis petit à petit, tout se reconstruit. J'aime ce moment-là. Et arrive en général le grand homme, le sauveur, puisque ça c'est très français. Et j'adore ce moment où le sauveur vient régler la situation. Il y a un petit côté Avengers dans l'histoire de France à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'aime ce personnage Napoléon. Quand je dis j'aime le personnage, j'aime la période, j'aime la façon dont il a œuvré pendant 15 ans. Je ne suis pas fanatique parce que je reste profondément historien, scientifique dans l'âme, c'est-à-dire j'ai pas à aimer ou pas aimer, j'ai pas à donner mon avis. J'aime redonner ce que je sais, ce que j'ai pu savoir, mais on n'est pas là pour donner son avis. Si la Ve République existe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à Napoléon. Si on a le Sénat, si on a l'Assemblée, si on a cette façon les lycées, si on a le baccalauréat, si on a la plupart de nos grandes institutions, il a conservé déjà. Ce qui est très important, c'est qu'il a conservé les acquis de la Révolution, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire le franc, c'est-à-dire le mètre, l'unité de mesure, le mètre, l'unité de mesure, les départements, enfin tout ce qui avait gagné la Révolution, il l'a conservé. Donc dictateur, oui, c'est vrai, mais pour le bien de la Révolution, pour le bien quelque part de la liberté. C'est assez curieux, c'est assez paradoxal, et c'est pour ça que c'est un personnage très intéressant. Et donc ce qu'il nous a laissé, c'est tout ce qu'on est aujourd'hui. Et il nous a laissé quelque chose d'encore plus important, je crois, c'est l'idée que dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, quand vous parlez d'histoire, vous demandez quel est le premier personnage qui vous vient, on parle de Napoléon. Que ce soit en Chine, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, ou n'importe où, en Europe, on parle de Napoléon. Il arrive en premier. Il est tout à la fois. Il est l'homme qui en peu de temps a gagné des batailles extraordinaires et fantastiques. Il est l'homme qui a perdu tout en très peu de temps. Donc c'est aussi un personnage romantique. Ça a été une étoile filante, mais quelle étoile filante. Il a monté aux cieux un pays qui était à la ruine, et puis du jour au lendemain qui a conquis le monde, qui a émerveillé le monde. Voilà ce qu'il a laissé, c'est quand même pas mal. On parle de Napoléon.
Que ce soit en Chine, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, ou n'importe où en Europe. Pour un historien, on a besoin de documents écrits, sinon on devient un romancier, on devient un homme de science-fiction et on raconte des choses dont on n'a absolument aucune idée, ou si on a une idée, on joue à Madame Soleil. Pour le coup d'État, on n'a pas un document qui dit voilà, j'ai voulu faire ça, j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé exactement comme je le voulais. Malheureusement, on n'a pas ça et on ne l'aura jamais, enfin, à moins de trouver, et c'est ce qui est fabuleux dans l'histoire, c'est que ça peut changer du jour au lendemain. Si on trouve un document dans des courriers éparpillés, que ce soit en Russie ou ailleurs, ça doit être formidable, et là, l'histoire peut changer. Non, on n'a pas ce genre de document, donc on en est réduit à essayer de savoir comment et pourquoi Napoléon est arrivé au pouvoir. Parce qu'à la base, c'est pas lui qui veut faire un coup d'État. Le 18 Brumaire, le coup d'État que tout le monde connaît, donc le 18 Brumaire, 1799, c'est pas lui qui veut faire ça. Au départ, c'est des gens du directoire, qui est donc le gouvernement précédent. Ça va pas bien. Tous les ans, il y a un coup d'État parce que malheureusement, les institutions sont faites de telle façon, la Constitution est faite de telle façon que pour changer les choses, soit il faut prendre 6 ans, réellement, textuellement, il faut presque 6 ans pour faire changer la Constitution, ou alors on passe par un coup d'État pour faire changer quelque chose. Donc ça passe tous les ans par un coup d'État, etc. Et puis l'un des directeurs, Sieyès, veut un changement profond, parce que la France ne va pas bien. La France est en très grande difficulté, même si le directoire a commencé à changer les choses. Il ne faut pas oublier que depuis la Révolution française, la France a perdu 40% de toute son industrie, de tout son savoir-faire. La France est ruinée. Il n'y a plus que 175 000 francs dans les caisses au moment où Napoléon arrive. Et je peux vous dire qu'un franc, ce n'est pas un euro à l'époque. Donc, il n'y a plus un centime dans les caisses de l'État. Les gens n'ont plus confiance dans le pouvoir. On en est revenu au troc pour la plupart du temps. Il y a eu cet épisode désastreux, épouvantable, cataclysmique, je dirais même des assignats, qui a ruiné le pays, la confiance, etc. Il ne faut pas oublier que la monnaie, puisqu'on parle à beaucoup d'entreprises dans votre émission, la monnaie, on appelle ça la monnaie fiduciaire. Il y a une fiducia, c'est la confiance, c'est la foi en latin. On n'a plus la foi, on n'a plus confiance dans la monnaie, on en arrive au troc dans certaines régions. On n'a plus confiance en l'État, on perd toutes les batailles, on n'a plus d'argent, il n'y a plus rien, c'est l'horreur. Donc certains directeurs sont d'accord entre eux pour dire qu'il faut changer les choses. Or, on sait depuis toujours, quand je dis depuis toujours, à l'époque on est cultivé. Faut pas oublier non plus que nous on voit les choses avec nos yeux du 21e siècle, il ne faut pas oublier de les voir avec les yeux du 18e siècle. Ce sont des gens cultivés qui connaissent l'histoire, leur histoire et la grande histoire, que un siècle et demi auparavant, les Anglais ont tué leur roi, ont fait une révolution, et que le général Monk est arrivé et a mis fin à la révolution. Donc on sait depuis le début de la révolution que cette révolution se finira par un général, par un sabre qui viendra terminer la révolution. Donc, les directeurs qui veulent changer les choses se disent il va falloir trouver le fameux sabre de la révolution. Et ils vont, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'homme providentiel, celui qui va changer les choses, l'Avenger, le fameux Avenger qui va changer les choses. Il y a eu Vercingétorix il y a longtemps, on a eu Charles Martel, on a eu Jeanne d'Arc, on a eu Henri IV, ça c'est jamais bien fini pour eux, si vous voyez un peu. Ils sont tous morts, assassinés, brûlés, étranglés, enfin bon, ça se finit pas bien en général. Mais là, on cherche vraiment l'homme providentiel. Et on a Lafayette, par exemple, on se dit, Lafayette et lui-même se dit, c'est moi le sabre de la République, grâce à moi, la révolution va se terminer. Manque de chance, Lafayette s'endort au moment où le roi s'en va à Varennes, donc on l'appelle le général Morphée, c'est terminé pour lui, l'image est terminée. En plus, lui, quelques temps après, il fait tirer sur la foule, donc ça peut pas être lui. On va chercher Dumouriez. Dumouriez, c'est l'homme qui est le vainqueur de Valmy en 92, qui a battu enfin, la République a enfin battu les Autrichiens. On pense que c'est lui, mais c'est trop tôt, lui il se dit que c'est lui, mais voilà, personne n'y croit, c'est trop tôt. Et puis on a Pichegru, et puis Pichegru n'est toujours pas l'homme de la situation, et on va chercher Bonaparte. Enfin, on se dit, il y a Bonaparte, souvenons-nous, Bonaparte, c'est l'homme qui a d'abord sauvé Toulon, et ensuite c'est l'homme de l'Italie. C'est les campagnes d'Italie, c'est le vainqueur de l'Italie. Et on se dit,
c'est formidable, on a peut-être trouvé l'homme, sauf que, réfléchissons une seconde, cet homme providentiel, il est important quand la situation va mal. Sauf que là, il rétablit la situation. Il n'y a plus de guerre à l'extérieur au moment des campagnes d'Italie. Donc il n'est plus l'homme providentiel. Et en plus, quelques temps après, on l'envoie en Égypte. Donc il est loin, l'homme providentiel, quand ça va mal, quand la situation va mal. On va en chercher un autre qui est... Ah, je l'aime bien, ce petit général. Allez, on va pas parler de lui parce que ce serait trop long, mais au moment où on va le chercher, il meurt, donc ça tiendra pas. Et enfin, vraiment, quand la situation va pas bien, Napoléon Bonaparte est donc toujours en Égypte. Il se débrouille, vainqueur, entre guillemets, là-bas, pour revenir en France. Et il y a pas mal de réunions. Il fait beaucoup de lobbying, finalement, on dirait aujourd'hui. Et il se rend compte, on en est certain, mais on n'a pas de documents. J'ai été un peu long sur votre question, mais c'est la question centrale. On n'a pas le document qui dit « je les ai tous vus, voilà ce que je veux faire ». On sait juste qu'il a certainement, c'est un homme de terrain, un militaire évidemment, qui décide très vite, qui fait tout très vite, qui comprend très vite les choses. Il a vu les failles, il s'est laissé un petit peu... Il a fait croire qu'il se laissait faire, qu'il serait effectivement le sabre, qu'il serait là que pour rétablir la situation, puis qu'après, un petit peu comme sous l'Empire romain, Cincinnatus au 5e siècle avant, enfin c'est pas l'Empire, c'est sous Rome, sous la République romaine au 5e siècle avant Jésus-Christ, il rétablit, puis après il s'en va, donc il fait croire qu'il va faire ça. Sauf que non, il est plus fort que les autres, le coup d'État se passe, il est tellement fort, il a tellement une aura forte, il est tellement suivi, c'est un homme qui a l'habitude d'être suivi, que finalement il efface tous les autres et que c'est là qu'il prend le pouvoir. Sauf qu'on ne sait pas si c'était préparé comme ça à l'avance ou si ça a été un concours de circonstances. Alors oui, Austerlitz, c'est le climax, hein. Austerlitz c'est le grand moment, le moment le plus extraordinaire, mais il l'a fait à de nombreuses reprises, y compris dans les entreprises d'ailleurs, quand il va voir l'industrie, il va très clairement sur le terrain, comme aujourd'hui nos hommes politiques vont sur le terrain en France, se baladent en France pour à droite à gauche, là il le faisait également. Encore une fois, hein, c'est un militaire qui est un grand harangueur, qui est un grand manipulateur aussi de foule, qui est très emphatique et ça fait partie de ces grands personnages, de ces managers, c'est plus qu'un manager en fait, de ces leaders. En fait, Napoléon Bonaparte, c'est un grand leader, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un grand orateur, un Bernard Tapie, si vous voulez, un peu ce style-là, dans le sens orateur, dans le sens où on va le suivre. Pour ceux qui se souviennent des années 90, Bernard Tapie, à l'époque, c'était celui qu'on suivait. C'est un peu le même genre, toute proportion gardée bien entendu, mais c'est-à-dire que partout où il passait, il redonnait une pêche formidable. Quand il arrivait dans une entreprise, d'ailleurs on a des témoignages où le chef d'entreprise l'écrit. Alors là pour le coup on a les courriers. Cet homme, quand il est arrivé, tout le monde était au garde à vous, formidable, on l'écoutait, et puis quand il est reparti, tout le monde avait la pêche. C'est très exactement ça qui est écrit, c'est fantastique. Et à Austerlitz, donc encore une fois le climax, le plus grand coup de Napoléon, cette bataille est peut-être la plus célèbre, la plus extraordinaire, une bataille qui est encore enseignée dans les grandes écoles militaires, y compris aux États-Unis. Effectivement, il passe de tente en tente. C'est un homme de terrain. C'est pas... Et c'est vrai aussi, c'est quelque chose qui change parce qu'on passe au XVIIIe siècle, on est encore dans la guerre en dentelle dans les autres pays. Vous savez, c'est le chef, il est loin avec sa longue vue et puis pouf, c'est bon, c'est les hommes qui se battent. Non, lui, c'est un ancien homme de troupe. C'est un ancien petit caporal. C'est la légende noire qui l'appelle toujours le petit caporal, mais c'est un ancien caporal. C'est un homme de terrain. Et donc, il va voir ces hommes, il va les galvaniser, il va les exciter au point où ils sont complètement, ils sont excités. Au meilleur exemple du terme, si vous voulez. Ils sont prêts à se battre et surtout prêts à mourir pour lui. Parce qu'on est prêt à mourir pour la patrie, c'est une chose, mais on est surtout prêt à mourir pour lui. Et dans ce sens-là, c'est un véritable galvanisateur, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, voilà, c'est un homme qui est capable de transcender ceux qui sont autour de lui. Mais attention, tant que ça gagne.
C'est-à-dire que là, on est dans l'aura qui peut être celle des rois mérovingiens, si vous voulez. C'est tant que ça gagne, on est presque Dieu sur terre. Le jour où ça gagne plus, là, on a des problèmes. Il sait qu'il ne sait pas. Ça, c'est quelque chose de formidable. On est à une époque aujourd'hui, quand on voit le chirurgien dentiste qui va à la télévision pour raconter son avis sur le Covid-19, parce que forcément il est chirurgien dentiste, donc il sait de quoi il parle. Il ne faut pas oublier que le XVIIIe siècle, on est à une époque où les gens savent dire « je ne sais pas ». Et quand je ne sais pas, je travaille. Et je travaille pour essayer de comprendre. Et c'est très exactement ce qu'il a fait. C'est un bourreau de travail. Il dormait 3-4 heures par jour, pas plus. Donc, il a vécu sa vie. D'abord, tout est stratégie chez lui. C'est ce que j'ai voulu vraiment exprimer dans ce livre. Mais il a vécu sa vie comme s'il savait qu'il avait très peu de temps. D'abord, on ne vit pas vieux à cette époque-là, beaucoup moins vieux qu'aujourd'hui, même si on commence à vivre un peu plus vieux, mais il meurt à 52 ans, c'est pas si vieux que ça. Mais il fait tout extrêmement vite. Il est général à 24 ans, il est premier consul à 30 ans, il est empereur à 34 ans. Enfin, il faut imaginer ça. Moi qui ai 50 ans, j'ai un peu honte à côté. C'est assez extraordinaire. Bon, quand il arrive au pouvoir, donc après le coup d'État, il doit tout régler. Il doit régler, je vous ai dit, la situation financière, la situation militaire, la situation religieuse, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la religion est dans un état désastreux également. Guerre à l'extérieur, guerre à l'intérieur, la Vendée, y compris des crises sanitaires. Il a tout connu et il a tout rétabli en 2 ans. Il faut imaginer qu'il a fallu 10 ans à Henri IV pour tout rétablir. Lui, alors qu'il avait beaucoup moins que ça, il a mis 2 ans à tout faire. Il a tout fait très vite et il a beaucoup travaillé, notamment sur l'économie. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu. Sur l'économie, il a déjà une vision de la France. D'abord, la France doit être au premier rang mondial. Les Français doivent être, quoi qu'il arrive, fiers de leur pays. Ça nous fait drôle aujourd'hui. C'est vrai que ça change. C'est une autre situation, une autre époque, évidemment. Donc les Français doivent être fiers de leur pays. Donc tout doit bien fonctionner. L'armée doit gagner ses batailles. Le pays doit être en forme, l'économie doit être forte, on doit exporter, on doit moins importer, etc., etc. Mais ça, il faut qu'il l'apprenne. Il faut qu'il apprenne les impôts. C'est un militaire, il n'a jamais eu à apprendre les impôts. Or, quand il était en Égypte et qu'il a conquis l'Égypte quelque part, il avait déjà des idées sur la façon de faire, comment il pouvait changer les choses, comment il pouvait mettre une nouvelle constitution chez eux, comment il pouvait créer de nouveaux impôts, un nouveau système, mettre fin à la féodalité qui était de vigueur là-bas. Voilà. Or, encore une fois, à cette époque-là, on est cultivé, on est dans les livres, et il a beaucoup appris, beaucoup lu. Il a lu des économistes, et il s'est fait une idée, qui est un peu l'idée, il est très, comment je pourrais dire, très 18e siècle. Finalement, il n'a absolument rien inventé. Il est un peu, comment je pourrais dire, comme les ministres des Finances de Louis XIV. C'est un peu ça, sa vision de la France. Vous dites c'est un gestionnaire, moi je dirais c'est presque un père de famille qui gère le pays comme une boutique. C'est presque un boutiquier sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire un sou est un sou, on ne dépense pas plus qu'on a, et si possible on fait tout pour recevoir plus que ce qu'on paye. Et surtout, il a une horreur, c'est qu'il déteste les dettes, le crédit. Ça c'est quelque chose qu'il ne supporte pas, c'est le côté très bon père de famille. Et c'est ce qui fait que c'est un gestionnaire boutiquier, mais pas un grand gestionnaire, et surtout pas un visionnaire. Parce que dans le même temps, l'Angleterre, elle, va croire au crédit, et ça va lui permettre d'abord de survivre face à la guerre totale que Napoléon va leur mener, mais surtout de prendre une grande avance, et de prendre presque 50 ans d'avance sur la suite. C'est le grand propagandiste après le Christ. Mais d'ailleurs, il se compare, à la fin de sa vie, il va se comparer au Christ. Donc je ne le dis pas pour plaisanter uniquement, mais c'est vrai.
Oui, il s'échappe effectivement de cette île. Alors encore une fois, hein, il est né sur une île, il a voulu conquérir une île et il est mort sur une île, donc toute sa vie est basée autour des îles, hein, autour de l'eau et de la mer. Mais autant de l'île d'Elbe, il a réussi à s'échapper, autant de Sainte-Hélène, quand on voit où c'est, c'est au large de l'Afrique, tout en bas, enfin, c'est inaccessible. Encore aujourd'hui, on ne peut pas y accéder comme ça, hein, on n'y va pas en avion, on ne peut pas, parce qu'il y a trop de vent, c'est épouvantable, donc on y va en bateau. Or, il est, encore une fois, hein, ça reste Napoléon, il n'est pas idiot et il part pas seul. Il part avec des personnes qui veulent bien l'accompagner, dont un, Lascaz, le comte de Lascaz, qui est comment on pourrait dire ça, qui est un ancien homme politique, mais qui est aussi un écrivain et on dirait aujourd'hui un éditorialiste. Voilà, on dirait aujourd'hui éditorialiste qui dès le départ, et avec l'accord de Napoléon, va écrire Sainte-Hélène au jour le jour, la captivité de Napoléon au jour le jour. Et Napoléon comprend très vite et très justement qu'il va pouvoir se servir de ces pages qui vont être écrites jour après jour, de ces récits jour après jour de la captivité, pour s'évader. Mais s'évader dans l'idée, bien sûr. Donc il va se raconter. Il va raconter ses mémoires. Et le mémorial de Sainte-Hélène, qu'on appelle le mémorial, avec les 4 évangélistes, qui sont donc Montelon et puis les d'autres généraux qui vont accompagner Napoléon, évidemment, vont revenir avec ces mémoires et vont les distribuer. Et le mémorial qui sera diffusé à partir de 1823, après la mort de Napoléon, va être, au XIXe siècle, l'un des plus grands succès littéraires du siècle. On va littéralement se jeter sur le mémorial de Sainte-Hélène, sur les récits de captivité de l'empereur Napoléon. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est les Anglais qui donc sont les vainqueurs et c'est les Anglais qui disposent de Napoléon. Et ils vont lui faire vivre, par l'intermédiaire du geôlier Hudson Law, ils vont lui faire vivre un véritable enfer. Hudson Law, c'est, comment je pourrais dire ça, je n'ai pas à prendre parti, mais c'est le gars procédurier imbécile, sans que ce soit méchant. C'est un gentil imbécile, mais quand il a écrit ça doit être noir, ça doit être noir. Ça ne doit pas être gris, ça ne doit pas être à gauche, à droite, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc il va faire vivre à Napoléon, l'ancien empereur, cet homme qui a quand même conquis l'Europe, qui a dormi à Schönbrunn, qui a dormi à Madrid, qui a dormi partout, faut pas oublier la France, c'était 130 départements. Encore une fois, hein, Vienne, tout ça, c'est extraordinaire. Berlin, tout ça était français. Ils vont le garder dans une petite maison et lui faire vivre un enfer au point qu'il devra payer sa vaisselle, il devra payer ce qu'il mange. Et chaque jour, ce sera plus cher. Et Napoléon va en jouer beaucoup, va augmenter encore le côté sacrificiel, le côté... il est Prométhée sur son rocher, vous voyez, c'est l'horreur. C'est comme le Christ, en fait, c'est exactement ça. Il vit la passion. C'est sa passion, la passion de Napoléon au moment c'est la torture, c'est la flagellation, c'est un peu ça. Donc on va le plaindre. Quand on va lire ça, on va le plaindre. On va dire ah ouais, mais ça a été une horreur. Quand on sait ce qu'il a été, mais c'est pas normal. Et en plus de ça, quand on va lire le mémorial, il y a la situation politique qui a beaucoup changé parce que c'est vrai que les grandes nations ont vaincu Napoléon. Mais les grandes nations sont devenues ultra autoritaires. Elles ont pensé que c'était un grand retour en arrière. Or, le monde, les peuples n'ont pas voulu ça parce que la France est passée par là, les armées de la République sont passées par là, on a crié à la République, on a crié à la liberté, on a crié à tout ça, que ce soit Beethoven, que ce soit d'autres, on a goûté à la liberté. Et ces nations ont refermé les fers. Et Napoléon, du jour au lendemain, va devenir l'image du libérateur, l'image de l'homme de la liberté, ce qui est quand même assez génial. Il faut imaginer Napoléon qui est quand même un dictateur, dans le sens où il a quand même interdit énormément de liberté. Eh bien, va devenir l'image de la liberté même, l'image de la France à son plus haut. Et là, du jour au lendemain, grâce au mémorial, eh bien, des hommes extraordinaires, au-delà de l'ordinaire, comme Victor Hugo, vont chanter l'Empire, vont retrouver
ces anciens grognards, ces anciens qui étaient là, ces braves qui étaient à Austerlitz, etc., ils vont les retrouver et de plus en plus, vous allez voir fleurir des poèmes, des odes, des romans, et tout ça à la gloire de cette France qu'on n'a plus parce que les rois de France sont devenus des fantoches, parce que l'Europe est en train d'arriver, d'être à feu et à sang, et qu'on va aller vers un romantisme, c'est-à-dire le souvenir d'une époque révolue qu'on aimerait bien retrouver quelque part. Et c'est comme ça que Napoléon a réussi à quitter son île et peu à peu à entrer dans la légende des siècles, finalement. Quand on parle de Napoléon, c'est très tranché en général. C'est « Ah oui, c'est le Hitler français ». Donc ça, c'est ce qu'on m'a dit. Un ami m'a dit ça, c'est le Hitler français, c'est ça. Voilà, donc on le compare beaucoup à Hitler parce que la Russie, je pense que c'est surtout la Russie qui les fait se comparer, mais je crois que surtout, malheureusement, on regarde trop et on voit trop Napoléon avec nos yeux du XXIe siècle. Et surtout, on voit trop l'histoire avec un grand H avec nos yeux du XXIe siècle, avec notre grille de lecture complètement faussée, parce que le XVIIIe siècle, c'est totalement autre chose. C'est une autre façon de penser, une autre façon de voir, de vivre, de manger, de dormir, etc., d'aimer également. Donc c'est ça le message que je voudrais passer et que j'essaye de passer dans toutes les émissions que je fais, c'est de dire attention à la grille de lecture quand vous parlez ou quand vous lisez un personnage, quand vous parlez d'un personnage ou quand vous lisez quelque chose sur lui. N'oubliez jamais que nous avons le recul et qu'on sait ce qui s'est passé et que c'est tellement facile de juger quand on sait ce qui s'est passé, alors que si on était à la place du personnage, est-ce qu'on aurait fait pareil ? Comment on aurait fait ? C'est ça que j'aimerais faire passer comme message, qui me paraît important sur des sujets qui ont beaucoup été des sujets polémiques et polémistes ces derniers temps autour de Napoléon, qui n'avaient à mon sens pas lieu d'être, parce que c'est pas des sujets. Et ça n'était pas des sujets à l'époque. Je remercie Richard d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'ASAP.